leurs habitants et leurs habitantes historiques. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Anoko Anatan, Laura et Kondo sur scène. Et merci beaucoup. Kondo va arriver, j'imagine. Juste, Camille, tu me confirmes que c'est OK. On est bon sur le dispositif de la... Camille, Patrick, c'est bon? Merci beaucoup. Et là, on a un micro supplémentaire qui... Merci, monsieur Loyal. Alors, on va voir. On va voir jusqu'où on peut gratter, mais on va dire qu'on a une petite heure ensemble. Cette heure va passer très très vite pour un sujet qui mériterait à lui seul d'être le thème d'une journée, de 2 journées, voire de 3 journées de discussion. On a la chance d'avoir 3 personnalités très différentes, avec des points de vue qui émanent d'espaces différents. Donc, moi aussi, c'est ce que j'aime lorsqu'on organise ce type de discussion. C'est de croiser des points de vue et de voir finalement qu'est-ce que ça va nous montrer, comment ça va ouvrir de nouvelles questions, plus que d'avoir de bonnes réponses. Avant qu'on rentre vraiment dans le sujet du débat avec Anno, Kondo et Laura, je voudrais, comme d'habitude, et on va le faire vraiment de manière courte et rythmée, mais je voudrais d'abord qu'on vous donne la parole quelques minutes pour comprendre comment pour vous vraiment personnellement, comment ce thème-là, de rendre les villes populaires à leurs habitantes et leurs habitants historiques, comment ça vous parle. Voilà. Donc, le principe, c'est toujours le même lorsque j'anime une discussion. C'est quand vous prenez la parole, vous dites votre prénom ou vous inventez un prénom si vous ne voulez pas donner votre vrai prénom. On va distribuer la parole alternativement à des femmes, femmes-hommes, femmes-hommes, femmes-hommes. Et puis je vous demande vraiment, afin qu'on ait du rythme, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de prendre la parole, donc je respecterai s'il y a des personnes qui ont besoin de prendre un peu de temps pour développer leur point, mais autant que possible, s'il vous plaît, je vous demande d'être concis, afin qu'on puisse vraiment avoir du temps de discussion qualitative entre nous. Voilà, donc c'est Adam qui est là-bas, qui a le micro. Je vous invite à lever la main pour prendre la parole, et je vous demande vraiment d'être, s'il vous plaît, court, et aussi précis que possible sur ce que ça vous évoque, ce thème. Donc, moi, je m'appelle Pierre et je suis du Mans. Je vais être plus court que la dernière fois. En 2 phrases. Première phrase, pour moi, c'est pas mal de mépris à cause de la gentrification. On n'est plus chez nous, en fait. Deuxième chose, moi, je pense pas, en tout cas sur mon perception, que ce sera possible de revenir en arrière, quoi. Ou alors ce serait très différent. Mais il y a trop de gentrification et pas assez de diversité. Et donc plus de solidarité. J'ai fait 3 phrases. Merci beaucoup Pierre. Et on va faire tourner la parole avec une alternance femmes-hommes, en attendant que la prochaine personne lève la main si elle a été trouvée. Je voudrais dire qu'on va parler de gentrification, mais pas que. La gentrification, c'est un sujet, mais aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on discute d'autres sujets. On va discuter, j'espère, malheureusement, de ségrégation scolaire. On va également parler d'inflation. On va également parler de politique sécuritaire. Parce qu'en fait, c'était aussi dans le descriptif de cette discussion, c'était de dire que la gentrification, c'est un phénomène, mais la gentrification, elle a parfois bon dos, et elle permet de masquer d'autres phénomènes plus insidieux, plus sournois, qui oppressent les vies des habitants historiques des territoires populaires. Donc la gentrification, Pierre, c'est un vrai sujet, mais on va essayer de ne pas s'attarder que sur ce point-là, parce que... et ça, j'ai envie de dire, c'est en apportant un vécu qu'on peut apporter ces points-là, parce qu'en fait, quand on n'a pas ce vécu d'habitants historiques de territoires populaires, on ne sait pas ce que c'est qu'en fait l'oppression des politiques sécuritaires. On ne sait pas ce que c'est en fait que l'éviction scolaire. Parce qu'on ne l'a pas vécu. Voilà. Donc je voulais juste faire élargir le débat. Et sans plus attendre, on va prendre 2-3 autres points de vue. Bon, alors moi, je voulais dire, parce que j'ai observé depuis mon plus jeune âge l'arrondissement du 19e, et à la mairie, il y avait marqué Parisien isolé. Et l'enfant de 8 ans devait téléphoner à ses parents s'il avait son petit copain
qui était homosexuel. Il fallait qu'il téléphone à la police pour dire mes parents sont homophobes. Voilà. Et il y a au moins 30 ans, il y avait des petites choses comme ça. Ça insinuait, vous voyez, au niveau idéologique. Donc moi, qui était du 19e, qui a vécu un petit peu en Algérie, à 3 ans, et puis en Angleterre, où c'était aussi une paupérisation remarquable. Et donc, la culture en danger, l'école en danger, l'hôpital en danger. Alors, quand on écoute les politiciens, simplement, je vais être assez courte, on s'aperçoit qu'on nous parle d'un monde d'en haut et d'un monde d'en bas. Donc, et c'est l'immonde pour certains quartiers parce qu'on infiltre la drogue, les mômes ils sont livrés à eux-mêmes et les parents, pendant ce temps-là, ils travaillent à 2 heures de chez eux. Donc c'est une honte. Et je trouve que la majorité silencieuse, elle est pire que ceux qui font. Donc petit à petit, on crée les mêmes classes, c'est-à-dire qu'à l'époque des rois, c'est toujours les mêmes. Et voilà. Donc j'aurais beaucoup de choses à dire et je vais l'écrire sur les pièces de théâtre. Je suis poète, peintre, fils de peintre, sœur de peintre et petite fille de politicien. Mon grand-père s'est battu pour l'indépendance algérienne, torturé, condamné à mort. Il est resté 3 ans à Barberousse. Il était pour la justice sociale. C'était un Italien d'Algérie né à Constantine. Il s'appelait Augustin Pugliese. Vous pouvez le voir dans le métro. Lui, il a fait son boulot. Et il est mort ici en France. Il a été 2 fois condamné à mort. Et en fait, les histoires, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire l'injustice sociale. Et son cercueil est à Constantine. Il était adjoint au maire. Voilà. Mais il était cheminot à 14 ans et premier leader du Parti communiste algérien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et ton prénom ou votre prénom? Véronique. Merci beaucoup. Je propose à une ou deux autres personnes. J'ai vu qu'il y a le micro. Tiens. Je me lève. Désolé Camille. Excuse-moi. C'est pas bon pour le. Ah, tu montes, tu donnes. Merci. Merci. Moi, je voulais partager un peu mon expérience de. Ton prénom? Issa, pardon. Jeune Bellevillois. T'as dit jeune? Oui. Je me mens encore à moi-même. Plus j'ai habité dans cet endroit, plus j'ai connu son histoire, plus j'ai trouvé un fil conducteur entre ce que je pouvais vivre à l'instant T et ce qui a pu se passer peut-être sur les 200 ans précédents dans ce quartier populaire nord-est parisien. Et aujourd'hui, il y a une vraie rupture qui est en cours. Alors cette rupture, elle n'est pas tellement celle du prix de l'immobilier, finalement, mais elle est vraiment l'œuvre des acteurs de cette ville. Elle est l'espèce de férocité avec laquelle les jeunes sont évincés de l'espace public, notamment avec cet outil magnifique du contrôle au faciès. Elle est l'impossibilité, la très grande difficulté d'accéder à des espaces publics quand on veut mettre en place des initiatives, quelles qu'elles soient, sociales, sportives ou culturelles. Elle est on est face à des adversaires là où on devrait être face au moins à des alliés, voire à des personnes reconnaissantes de l'action qu'on essaye de porter. Voilà, je fais court pour laisser de la place aux autres. Mais... Merci. Ça. Juste une précision, juste une clarification. Quand tu dis qu'on fait face à des adversaires, tu parles bien de personnalités politiques ou de décideurs politiques qui, de façade, ont des discours qui disent défendre les classes populaires et les habitants historiques des territoires populaires, mais qui en fait, dont les conséquences réelles des actions politiques les oppriment et les chassent. C'est ça que tu voulais dire? Ok. Merci beaucoup. On va prendre une dernière intervention avant de continuer la discussion avec Anno, Laura et Kondo. Est-ce qu'une femme, du coup, souhaite s'exprimer? Et si ce n'est pas le cas, on essaiera d'avoir un autre tour. On va te faire tourner la parole. Désolé, Véronique. Non? Très bien. Pas de souci. J'espère qu'on aura un autre moment d'interaction.
Je préviens, ça va être frustrant parce que c'est un sujet qui est vaste, qui nécessite de prendre du temps. Notre temps est contraint et ça va être... Mais c'est pas grave, la contrainte, ça a aussi des opportunités, comme on le disait ce matin. Anno, Laura, Kondo, bonsoir. Vous êtes là tous les trois au titre de tout ce que vous avez fait. Vous avez par ailleurs chacune publié, je vais faire un petit truc sympa comme ça, là. Je vais faire un petit truc artistique. Vous avez chacun publié des bouquins extrêmement différents. Kondo, on a eu le plaisir de t'entendre jouer, chanter, et pas que, parce que c'est pas que du chant, des textes. Et ces textes résonnent avec le roman que tu as écrit, Plus haut que la Tour Eiffel, qui faisait partie de la sélection pour les prix de littérature urbaine. Laura, bonsoir. Bonsoir. Tu es journaliste et tu as coécrit un essai qui s'appelle Les naufragés du Grand Paris Express, où ton rôle, et tu vas revenir là-dessus, ça a été notamment de recueillir la parole d'habitantes et d'habitants de quartiers populaires historiques qui sont éclatés par les politiques territoriales. Et Anno, bonsoir. Bonsoir Toufik. On est amis, je le dis comme ça. Comme ça, si jamais je le pique, vous saurez qu'il n'y a pas d'animosité. C'est que de l'amour. Voilà. Anno, tu es économiste. Tu as publié un essai il y a 1 an et demi qui s'appelle Les nouveaux pauvres, où tu t'intéresses au phénomène de l'inflation de manière durable. En grosso modo, où tu expliques qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Comment, et là je vais vraiment vous laisser prendre la parole très librement, mais par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport au cadrage de ce sujet, quelle est peut-être, puisqu'en plus le temps est contraint, quelle est la chose, et Laura, je vais finalement te regarder toi en premier, quel est le lien entre ce qu'on vient d'écouter, le cadrage que j'ai fait, et ce livre que tu as coécrit qui t'a amené à... Enfin, d'abord, cette expérience d'aller visiter, d'aller voir des habitants qui t'a amené ensuite à recueillir ces témoignages. Bonsoir. Ce qui me parle là dans le titre de cette conférence, je ne vais pas me tromper dans ce que je raconte, rendre les villes populaires à leurs habitants historiques, habitantes, c'était un peu le but de notre livre avec Anne Clerval qui est géographe. On voulait vraiment pouvoir voir une transformation urbaine majeure qui est la construction du Grand Paris Express du point de vue de celles et ceux qui sont les premiers à voir ça se déployer sur leur quartier. Et c'est vrai que vraiment, il se passe quand même, je pense que beaucoup d'entre vous sont franciliens, donc vous devez voir qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment avec la construction du Grand Paris Express, notamment si vous habitez en Petite Couronne. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que ce sujet-là ne se racontait pas du tout du point de vue des personnes en chair et en os. La plupart des choses qu'on entendait, et nous, on a commencé à bosser là-dessus en 2017-2018, quand on regardait ce qui se passait à ce propos, c'était uniquement des histoires de chantiers, de contrats de BTP, de grandes entreprises qui étaient mobilisées, de tunneliers qui avaient certes des noms d'habitantes et d'habitants de Seine-Saint-Denis ou du reste de la Petite Couronne. Mais je veux dire, ça racontait pas ce qui se passait réellement sur le terrain. Et pour moi, ça voulait dire quelque chose parce que, je veux dire, on est quand même en train de construire le métro de demain qui va vraiment bouleverser nos manières de se déplacer et on n'entend personne à ce propos-là. Et notamment quand on a quand même des chantiers qui se déploient partout sur le territoire et qu'on parle que de macro et de gros sous. Donc moi, ça m'a vraiment interloquée, d'autant plus que, en fait, quand j'ai commencé à avoir l'idée de travailler là-dessus, moi j'étais à Pleyel, qui est le futur Châtelet-Léal du Grand Paris. Et en fait, il n'y avait rien là-dessus. Pourtant, même nos habitudes de travailleurs, d'employés du secteur étaient bouleversées parce qu'on avait vraiment notre lieu de travail ça ressemblait plus à rien. On avait l'habitude de traverser des rues avec des entrepôts, il y avait des petites entreprises, des petits bistrots. Et on repasse 2 mois plus tard et tout est verrouillé, il y a des palissades, on ne peut plus aller nulle part. Donc je me suis dit, ça représente quand même quelque chose pour les gens qui habitent et qui travaillent là. Et vraiment, ma réflexion a commencé là. Et puis ça s'est déployé du coup sur 5 années. Et on a au total parlé à plus d'une 40aine de personnes. Donc pas seulement des habitants, aussi des élus et puis des personnes qui travaillaient pour les politiques publiques. Mais c'était hyper intéressant. Et j'ai une question à te poser.
est-ce que comment dire, je pense, enfin moi je suis persuadé, enfin du coup en lisant le livre, c'est ce qui m'a aussi donné envie de t'inviter. Euh, Est-ce que finalement il y a presque pas un paradoxe, enfin pas un paradoxe, mais la sortie de ce livre, finalement, est-ce qu'elle illustre pas de manière encore plus flagrante le fait que les habitants n'ont pas la parole, puisque ils n'ont pas la parole, ils ont la parole à travers un livre et coécrit par une journaliste, mais c'est toujours pas la parole des habitants qui s'exprime, quoi. Comment toi tu vis ce truc? Est-ce que tu l'as ressenti, ce paradoxe? Je dirais pas, je suis pas sur une question de légitimité ou tu vois, ou de syndrome d'imposteur ou d'impostrice, mais vraiment ce truc de bah mince en fait. La raison pour laquelle je fais ça, en fait, finalement, mon livre à la fois apporte une lumière et à la fois il s'inscrit dans la continuité du problème qui est que les habitants de ces quartiers n'ont toujours pas la parole. C'est vraiment très perso cette question, c'est toi, comment tu as vécu ce truc-là? Bah non, mais il y a toujours une question de légitimité, et surtout que bah, moi, je pratiquais ce territoire-là en tant que travailleuse et non en tant qu'habitante, parce que je n'habitais pas à Saint-Denis quand j'ai commencé à Saint-Denis. Après, il y a une première partie de réponse qui est que, pour le coup, nous, journalistes, notre travail, c'est quand même de transmettre la parole. Et que moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce boulot-là, c'est justement pour plein de raisons différentes, mais de laisser un peu de lumière à celles et ceux qui ne l'avaient pas. Et si je peux plus le faire, là, je change de boulot et je sais pas ce que je vais faire. Mais voilà, donc moi, je trouve que ça fait partie de mon travail, et dans plein de milieux et dans plein d'endroits différents sur plein de sujets. Et deuxièmement, je pense que cette parole-là, elle peut exister. On a rencontré plusieurs collectifs, notamment à Aubervilliers, d'habitants qui s'organisaient pour défendre leur logement social. On a rencontré d'autres habitants et habitantes à Gennevilliers. Pareil, ils sont mobilisés. Donc ils existent, ils savent défendre leurs intérêts et parler. Et nous, après, on a vraiment... on va essayer de rendre le truc public, parce que ce qui se passe parfois dans des municipalités, ça reste au niveau de la municipalité. Et ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un agrégat de lutte sur ce sujet-là, comme il peut y en avoir sur d'autres sujets. Et je pense que là, tu mets la lumière sur deux points qui sont importants. C'est que, un, ces luttes existent et qu'en fait, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire que à travers ton livre, enfin, votre livre à Anne et toi, c'est ce que vous mettez en lumière, c'est vous venez aussi casser, pas les seuls, hein, d'autres l'ont fait, mais vous venez casser dans l'image des gens qui vont le lire ou des gens qui en entendent parler, que les habitants des quartiers populaires ne sont que des victimes, Oui. parce qu'en fait, ils sont agents et agentes de leur combat. Et il y a ce point-là de l'agrégat des luttes, qui n'existe pas aujourd'hui ou qui existe peu et qui rend difficile la capacité, comme le disait Issa tout à l'heure, à venir bousculer les politiques dans les rapports de force. Effectivement, là il y a l'ampleur du chantier là, qui est juste énorme. Là on a quand même 200 km de nouveaux métros, 68 gares, donc agréger toutes les luttes en plus dans des environnements urbains extrêmement différents, même ruraux, parce qu'on a quand même la ligne 18 qui va passer par des champs de patates globalement. C'est difficile d'agréger ça. Donc voilà, il faut se rendre compte de l'ampleur du projet aussi, qui fait qu'il y a plein de gens qui se croiseront jamais alors qu'ils ont des luttes similaires. Mais c'est vrai que les habitants des quartiers populaires se mobilisent, existent en dehors de tout ce qu'on essaye d'en dire. Et pour le coup, c'était juste très intéressant de travailler sur ce livre, alors même qu'une crise a traversé cette période-là. C'est-à-dire que, en fait, je trouve, et là c'est un mea culpa collectif, il y a quand même une propension de la caste journalistique à aller beaucoup sur les terrains de quartiers populaires uniquement quand il y a des choses graves, difficiles, visuelles, c'est-à-dire des trucs qui crament. Je veux pas faire de généralité, parce que moi je travaillais à cette époque-là au Parisien, et pour le coup le Parisien était très présent sur les luttes très locales. Et là je travaille à Mediapart et c'est pareil, il y a quand même beaucoup de papiers sur les quartiers populaires. Mais je veux dire, quand on travaille en télé, on va dans ces quartiers-là dans une grande majorité des cas uniquement quand ça va mal, ou quand il y a des choses exceptionnelles dans l'autre sens. Mais raconter le quotidien de ces quartiers-là, pour moi, c'est beaucoup trop rare en fait, parce que c'est pas des exceptions. Je veux dire, il y a énormément d'histoires de mobilisation qui sont des mobilisations du quotidien sur la question du logement, qui est primordiale.
Là, c'est ce qu'on raconte dans notre livre, ce qui est en train d'arriver aussi au logement social, au quartier populaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un angle mort. Je ne dis pas de tous les journaux, je ne veux pas généraliser, c'est hyper compliqué de généraliser. Mais quand on allume le JT de 13h, on a plus de chances de tomber sur la récolte des framboises que la lutte pour le logement qui peut se passer en petite couronne, en grande couronne et partout en France, quoi. Merci Laura. On va revenir sur cette question-là. Kondo, je te regarde. Ça va? Je suis là, je suis Ouais, à l'écoute, je vois ça. ça travaille. Est-ce que tu veux continuer à travailler? J'ai une question pour toi. Ou est-ce que tu te sens prêt là, à rentrer dans le game? Je suis dedans, purement et simplement. Lorsqu'on a préparé, on a eu un échange concernant cette discussion. Tu as amené la question de la gentrification. Peut-être qu'on pourra en discuter, mais tu as surtout amené la question du conflit. Tu as marqué cette phrase. Parce que tu es artiste, tu es rappeur, tu es auteur, mais tu as un regard sur l'évolution des espaces urbains dans lesquels tu as beaucoup navigué, et tu as amené cette question du conflit. Et tu as notamment amené cette question, si je tente de tisser un lien entre les luttes telles qu'elles existent aujourd'hui et leur invisibilisation dans les espaces médiatiques, tu as amené cette question de Nuit debout peut-elle s'imaginer sans conflit? Voilà. Oui, c'est-à-dire que, en gros, quand on parle d'urbanité ou d'urbanisme, parce que là, on est dans les deux cas, c'est plus on avance aujourd'hui dans nos villes, et plus je me rends compte que l'urbanisme en fait crée des séparations. On parlait de ségrégation spatiale, où par exemple, je me souviens pour le coup de voir une nette différence entre les populations qui habitent à Ris-Orangis, donc très éloignées, Grigny, Saint-Denis, et puis les populations qu'il y a sur Paris intramuros. Et je me disais, mais à partir de quand les urbanistes, ils ont arrêté de penser en fait la rencontre et le collectif? À partir de quand justement les gens arrêtent de vivre des séparations, donc des frontières un peu invisibles, et décident justement de se converger? C'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'avant-spectacle, quelque part, où tout de suite on prend, j'ai envie de dire, un espace vital qui est soit très grand, soit trop grand. Et donc je me disais, en fait, Nuit debout, ça a été un moment où les gens se sont rassemblés pour commencer à parler et réfléchir ensemble. Et je me disais, mais en fait, est-ce qu'on pourrait le faire? Et dans quels espaces on pourrait le faire? En gros, comment on devient citoyen? Comment on crée, en fait, on fait que dans la ville, il y a un vrai forum où les citoyens se rassemblent et prennent la parole les uns avec les autres et discutent ensemble sur quel avenir commun on peut bâtir. Et quand tu dis on, parce que là tu parles des citoyens, mais est-ce qu'on est sur les habitants historiques de ces territoires populaires qui mènent des luttes et qui sont invisibilisés et qui n'ont pas aujourd'hui ces espaces, ce forum-là, ou est-ce que c'est plus largement que ça? C'est plus largement. En fait, il ne peut pas y avoir de discussion si on est tous à penser et dire les mêmes choses. C'est-à-dire que si justement le forum, moi venant de quartier, mon quartier populaire, moi je viens du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt, mais c'est déjà Boulogne-Billancourt, donc c'est finalement une zone bourgeoise dans laquelle il y a une enclave. Et dans cette enclave populaire qui accueillait les ouvriers des usines Renault, finalement, j'ai envie de dire, le forum, il se faisait en bas du bâtiment. Voilà, donc ça, on connaît finalement. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, ces espaces-là qui étaient des quartiers populaires, avec l'accès à la propriété, voilà, avec la fameuse gentrification, il y a quand même un moment où il faut que des nouveaux arrivants et des nouveaux acteurs de la vie sociale se mettent à discuter avec donc, les habitants originels. Mais finalement, attention au mot originel, parce qu'en fait, ça dépend de jusqu'à quand on remonte, finalement. Mais en tout cas, forcément, en gros, il peut y avoir, normalement, à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants sur un nouveau territoire, et ça, j'ai envie de dire, je crois même que c'est biologique, il y a conflit. Et donc, la question, c'est quel espace on crée pour qu'il y ait, non pas conflit, mais avant tout rencontre. Et
en plus de la rencontre, qui est discussion et surtout élaboration d'un projet commun. Et ce que je vois quand même aujourd'hui dans la ville, c'est que avec la gentrification, finalement, il y a beaucoup de barrières qui sont mises. Je regardais des fois, pour rentrer dans un bâtiment, il fallait faire peut-être 2 ou 3 codes. Et je me disais, tiens, c'est marrant. L'autre truc que je reconstatais aussi en me baladant, notamment au parc de la Villette, parce que j'habite dans le 19e, je me disais, tiens, c'est marrant parce qu'entre la végétation et moi, il y a toujours une grille à 6h du matin. Et je me disais, mais en fait, à partir de quand cet espace, ça devient un espace collectif ? Et dans cet espace, comment je rencontre d'autres gens qui, comme moi, ont envie de se balader, ont envie de se rencontrer et discutent. Voilà. Le fait de mettre des... Enfin, en tout cas, c'est un nom. Le fait de mettre des barrières dans ces espaces-là. Enfin, en tout cas, dans la cité HLM dans laquelle j'ai grandi, j'ai su plus tard que ça s'appelait la résidentialisation. Mais pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'ai su ça un peu plus tard. Et un peu plus tard, que j'ai compris que c'était finalement comme dans une ferme où on mettait des barrières entre les différents animaux pour éviter que les animaux se chamaillent. Dans notre cas, nous, c'était pour éviter que les enfants d'une partie de la cité aillent jouer au foot avec les enfants d'une autre partie de la cité. Et vraiment, ils ont coupé la cité en deux. Et ils ont même supprimé des espaces dans lesquels on pouvait jouer ailleurs, sous prétexte qu'on pouvait faire du bruit. Alors, le il dont tu parles, c'est quoi ? C'est les responsables publics ? C'est Là, en l'occurrence, le il dont je parle, c'est, on va dire, une décision commune à la fois de la mairie, enfin en tout cas de l'ancienne mairie, mais que la mairie actuelle n'a pas remis en cause, et le bailleur social. Voilà. Donc, et souvent, ça prend comme prétexte, je repense à ce que dit ça prend comme prétexte le bien-être et la sécurité des personnes qui vivent dans ces espaces-là. Donc on dit c'est pour vous éviter du bruit, c'est pour vous éviter des détritus, c'est pour éviter que vos enfants se fassent mal. Je peux vous donner un autre exemple. Dans l'immeuble où ma mère et mon frère habitent toujours, où j'ai grandi, une partie du parking a été murée parce que, en fait, il y a des jeunes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs de notre quartier, en tout cas qui n'étaient pas du quartier, qui dégradaient les voitures. Et donc la solution qui a été choisie par le bailleur social, ça a été de murer une partie du parking pour éviter qu'on ne voit pas les jeunes faire ça. Donc ça a privé d'une partie du parking des habitants. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, le vrai problème, il n'est même plus là. C'est que moi, j'ai constaté qu'en 20 ans, dans notre quartier, il y a 20 ans, on avait plus de places de parking dehors et à l'intérieur, et on galérait pour se garer. Aujourd'hui, dans le quartier, qui est toujours un quartier populaire, il y a des places quasiment matin, midi, soir. Donc, finalement, je me suis rendu... Tu te rends compte aussi que le quartier évolue à travers la disparition des voitures... je ne vais pas dire que c'est ostentatoire à ce niveau-là, mais en tout cas qui sont des moyens de transport qui sont utilisés par des habitants historiques pour pouvoir naviguer plus loin. Et du coup, Anno, ça me permet de me tourner vers toi. Et je vais te lancer sur une question pas brûlante, mais qui pourrait nécessiter des heures. Mais tous les trois, Laura, Kondo et toi, lorsqu'on a préparé, vous avez amené cette question de la mixité sociale. En tout cas, la question de la mixité, c'est un point... dans nos discussions, dans vos écrits, qui est super important. Tout à l'heure, Pierre disait que la gentrification et les processus de gentrification lui semblaient inéluctables. Est-ce qu'aujourd'hui, la disparition, est-ce qu'en tant qu'économiste, alors tu n'es pas spécialiste du sujet, mais tu observes beaucoup de choses, est-ce que la disparition de la mixité sociale dans des villes qui étaient historiquement populaires, est-ce que d'un point de vue économique, c'est inéluctable ? Alors, c'est une très très bonne question. Le sujet sous-jacent, c'est celui de la gentrification. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le sujet de la gentrification fait que le patrimoine des pauvres, en fait, le vrai patrimoine des pauvres, c'est quoi ? C'est le logement social, c'est l'école et c'est toutes les infrastructures liées à la culture, les bibliothèques, etc. Tout ça, c'est en train d'être défait. Soit parce que les logements sociaux ne sont pas rénovés. À titre d'info, il y a à peu près 22 millions de personnes en France qui attendent un logement social. Et pourtant,
l'ANRU, donc l'Agence nationale de réhabilitation de l'urbanisme, préconise de détruire les bars HLM. On préfère détruire et reconstruire à neuf plutôt que de rénover, sachant que ça coûte 3-4 fois plus cher. Et sachant que quand on détruit un logement social, et donc on chasse les habitants, je vais dire chasser, on pourrait dire qu'on les... il y a d'autres termes plus polis. En fait, les habitants qui ont été chassés ne peuvent pas revenir dans leur habitation historique, dans leur quartier historique. Exactement. Donc en fait, on est petit à petit sous voilà, et à chaque fois, c'est sous des bons motifs. Hein. C'est réaménagement du territoire, on ne va pas empiler les gens, etc., etc. Mais ce que ça fait, c'est que ça fragmente les classes populaires. Donc, avant, elles étaient présentes partout. Enfin, elles étaient présentes de façon un peu concentrée à certains endroits. Et en fait, ça, c'est devenu aussi un problème politique. CF, les émeutes en banlieue dès qu'il y a une bavure policière. Donc, en fait, ça permet d'éclater une population qu'on maîtrise mal, entre guillemets, ou sur lesquelles on a moins de ressorts. Et ensuite, on privatise tout ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans des quartiers gentrifiés, en fait, les espaces communs, quand tu parlais des espaces communs, en fait, c'est des espaces privés. C'est le bar qu'on aime bien. C'est ton réparateur de vélo qui te fait aussi délater. Tu vois. Et en fait, on a privatisé les lieux de sociabilisation parce qu'on a enlevé les moyens au public et qu'on a approprié des quartiers entiers à des classes sociales supérieures. Et toujours sous ce discours en fait, on fait venir des gens avec un niveau de vie plus élevé pour favoriser la mixité sociale. Je suis tout à fait favorable à la mixité sociale, ça a d'énormes avantages, notamment quand on parle par exemple de la scolarité, de l'éducation des enfants. Mais il faut que ce soit une vraie mixité sociale. Parce que si tu habites à Asnières ou que tu habites à Saint-Ouen et que tes gosses ils sont à l'école privée dans le 17e, il n'y a pas de mixité sociale. Et qu'ensuite tu vas boire des coups avec tes potes artistes dans le dernier bar à la mode près des quais de Seine, tu vois, toi, t'habites pas à Asnières, quoi. Je fais pas de publicité. Laura, je crois que je veux que tu voulais réagir. Je te laisse continuer. Vous pouvez vous interrompre. En fait, moi, mon objectif, c'est quand même d'être inutile dans cette discussion. Donc, plus vous vous interrompez entre vous, mieux c'est. Et puis moi, j'aurai juste comme job ensuite de faire en sorte que les personnes puissent rebondir. Non, mais ce qui est assez intéressant avec ce concept de mixité sociale, c'est que ça fait depuis 2004 que c'est un impensé politique. En tout cas, on nous impose une manière de voir la mixité sociale. Et la plupart des gens avec qui on s'entretient disent oui, c'est excellent, la mixité sociale, c'est super. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette mixité sociale? Et qu'est-ce que ça veut dire pour celles et ceux à qui on en parle toute la journée, c'est-à-dire les habitants et les habitantes des quartiers populaires? En fait, quand on leur en parle, leur définition, ils n'ont pas l'impression qu'ils ne vivent pas déjà en mixité sociale. Je veux dire, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les gens ils nous disent mais la mixité sociale, on en a déjà en fait. Enfin, il y a déjà des gens de plein d'origines différentes, qui ont des métiers différents. Donc, et le maire de Gennevilliers, je vous invite à écouter ce qu'il a à en dire. Je veux dire, on peut défendre plein de manières de voir la mixité sociale. Le maire de Gennevilliers, par exemple, nous explique. Donc lui, c'est Patrice Leclerc, il est communiste et il nous dit, en fait, moi, mon idéal en tant que maire communiste de Gennevilliers, ce serait que tout le monde, en vrai, 70% des habitants ont accès au logement social sur le papier. Ce serait qu'on ait un logement social ouvert au plus de gens possible, de plein de strates sociales différentes, des employés, des profs, des infirmières, enfin plein de gens différents, et que ça constitue une mixité sociale au sein du quartier. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est en fait, on va arranger les problématiques de ces quartiers-là en enlevant un peu de personnes plus pauvres et en mettant des riches dedans. Enfin, je synthétise. Et on se pose jamais la question, ou très peu, de dire pourquoi on ne ferait pas de la mixité sociale en mettant des personnes de classe populaire à Neuilly, à Passy, dans tous ces endroits privilégiés. La mixité sociale se fait toujours dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va jamais diluer certaines personnes dans d'autres personnes. Et pour moi, voilà, c'est fondamental.
c'est fondamentalement biaisé en fait comme manière de voir la mixité sociale si ça se fait toujours dans un sens. Voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que Kondo, avant que tu rebondisses, est-ce que tu pourrais nous proposer ou pas, enfin, est-ce que tu pourrais nous proposer du coup une autre phrase qui signifie ce que c'est que la mixité sociale dans les discours de ces personnes finalement? Qu'est-ce qu'elles veulent dire par là quand on parle de mixité sociale? Enfin, est-ce qu'il y aurait une autre phrase? Oui, c'est à toi que je demande, ouais. Okay. Finalement, puisqu'en fait, comme tu le dis, il ne parle de mixité sociale que dans un sens. Finalement, c'est quoi comment on pourrait révéler le sens caché de cette expression, Wano? Ouais, non, mais c'est un prétexte. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un prétexte. Mais du coup, le gros problème de notre, parce qu'on parle beaucoup de la région parisienne, donc on va rester sur la région parisienne. Le problème de Paris, c'est que Paris, c'est confiné. C'est dans le périph'. Et donc, quand le mètre carré devient trop cher dans Paris ou que tu commences à avoir 2 gosses dans Paris, tu peux plus habiter dans Paris. Par contre, tu veux un métro, ça tombe bien, on est en train d'en construire un. Et tu veux rester avec des cercles de sociabilité et des services, qu'ils soient publics ou privés, de même qualité que dans Paris. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas conquérir, tu vas coloniser. Et donc tu vas coloniser l'espace des... Et là, encore une fois, ce qu'il faut rappeler, c'est que les ouvriers là, qu'on a mis tout autour de Paris, on les a mis là parce que ça nous arrangeait aussi. Il ne faut pas oublier qu'on les a mis là parce que ça nous arrangeait. Aujourd'hui, on les chasse parce que ça nous arrange aussi. C'est-à-dire qu'il y a un problème de pénurie immobilière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On chasse ces gens pour en mettre d'autres. Et effectivement, ce fameux discours autour de la mixité sociale, ce n'est qu'un prétexte, ce n'est que le récit qu'on leur vend pour leur dire, en fait, c'est bien pour vous aussi. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Vous allez dans n'importe quelle ville qui a été gentrifiée, vous allez à Asnières, vous allez à Saint-Ouen, je veux dire, vous allez aux docks. Les docks, c'est Paris, quoi. Je veux dire, c'est un village dans Saint-Ouen, où il n'y a que des bobos, et ils boivent des lattés à 6 €. Voilà, c'est ça la réalité des docks. Et j'ai assisté à une... J'ai assisté à une scène un petit peu surréaliste à l'île Saint-Denis. Il y a 3 tours, je ne sais pas si vous voyez, 3 tours qui culminent juste en face des docks. Quartier en rénovation urbaine, tout le monde doit partir, sauf que c'est des personnes qui sont en PLAI, donc c'est vraiment les logements sociaux les plus accessibles, aux plus bas revenus. Et en fait, il y avait une vieille dame qui me disait, mais en fait, moi, je ne peux pas partir de mon appartement parce que je n'ai nulle part où aller. On me propose rien de satisfaisant, puis j'ai mon médecin, j'ai mes amis, j'ai mes enfants qui sont ici. Donc je ne peux pas partir loin. On me propose le centre-ville de Saint-Ouen, mais c'est trop loin. On me propose Saint-Denis, mais c'est trop loin. Et en face d'elle, à l'horizon, il y avait les docks de Saint-Ouen et de l'autre côté, le village olympique. Et je lui ai posé la question, mais en fait, on vous a rien proposé là-bas? Ben non. En fait, parce que le pourcentage de logements sociaux dans ces nouveaux quartiers, certes, il y a des seuils légaux, je pense que c'est 30% dans la plupart des projets. Mais en fait, quels sont les logements sociaux qu'on construit dans ces nouveaux quartiers? Parce que logement social, ça ne veut rien dire. Il y a 3 types de logements sociaux, PLAI, PLS et PLUS. Il faut savoir... Tu peux juste donner les définitions, si c'est utile. En gros, les logements sociaux, j'espère que je ne vais pas m'embrouiller. C'est le très social, entre guillemets. PLAI, c'est vraiment social. Pour les plus bas revenus. Le PLU, c'est l'ex-HLM. Donc voilà, le PLUS, c'est le HLM traditionnel, voilà. Et le PLS, c'est le logement social plus mixte pour les plus hauts revenus. Mais juste un chiffre, 71% des demandeurs de logement social en Ile-de-France sont à peine éligibles au PLAI. Donc ça dit ce que ça dit. Ça veut dire qu'on construit beaucoup de logements sociaux, mais pour globalement les classes plus privilégiées que celles et ceux qui habitaient auparavant. Donc, sur ces dossiers-là, par exemple, pour cette cité à l'île Saint-Denis, il s'agissait de reloger des gens en priorité, parce qu'en plus, il y avait les JO, donc il ne fallait pas faire tâche au milieu des JO, parce qu'il y avait un stade d'entraînement olympique là-bas. Et en fait, ils n'arrivaient pas à reloger une centaine de familles. Et ils disaient que toutes les familles qui étaient relogées, ils prenaient toutes les places de l'Île-de-France
sur du PLI, il y a tellement peu de construction que rien que de reloger les personnes pour la vitrine des JO dans cette cité-là posait un problème énorme en termes de turnover, quoi. Ça bouchonnait tout. Faut qu'on se rende compte à quel point on ne construit plus de logements sociaux pour les classes populaires, quoi. C'est une catastrophe. Voilà. Il y a peut-être qu'on doit, avant de te laisser... Enfin, je sais pas, ça fait 2 fois que je dis ça, donc en fait, je vais vraiment te laisser réagir. Je voudrais... Tu me regardais. Peut-être que j'ai pas besoin. Peut-être t'as pas besoin, c'est vrai. Ça me permet d'amener un point, le point de la violence. Parce qu'en fait, on parle donc là des politiques de rénovation, dites de rénovation urbaine. Ok, on parle de la gentrification, mais pour moi, il y a un point de violence supplémentaire. C'est que quand on dit habitants historiques des quartiers populaires, on pense notamment donc à des familles modestes ou pauvres. Et il se trouve que dans ces familles modestes ou pauvres, il y a des enfants qui ont des trajectoires scolaires et sociales qui les éloignent de la pauvreté, à géométrie variable. Et ces enfants qui ont vécu, ces ados qui ont vécu, qui ont habité un quartier, qui ont façonné un quartier, qui ont permis de maintenir un quartier en attendant qu'il devienne intéressant. Je parle de quartiers dans des villes grandes, mais il se passe la même chose dans des villes beaucoup plus petites qui deviennent subitement attractives. Hein. Mais en fait, ces enfants qui donc sont des historiques de ces quartiers, sous prétexte qu'aujourd'hui, ils ont des revenus qui ne les font plus rentrer dans les quotas sociaux, sans même qu'il y ait des politiques de destruction d'habitation, n'ont pas d'autre choix que de partir. Et pour moi, c'est extrêmement violent d'un point de vue social de dire à quelqu'un, tu as vécu ici 20... Enfin, on ne lui dit pas d'ailleurs. Tu as vécu ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle tu dois partir, c'est pas parce que on détruit l'immeuble, c'est pas parce que tu es pauvre. C'est parce qu'on considère que tu n'as plus le niveau de revenus suffisant pour rester dans un quartier. Et alors que tu assistes en face en fait, à cette... tu as employé le terme de colonisation. Je ne sais pas à quel point ce terme aujourd'hui, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, décoloniser, coloniser, je ne sais pas à quel point on peut l'employer dans ce terme-là, mais il y a quelque chose de l'ordre de la violence sociale qui parce que tout ça, ça se passe de manière finalement assez indolore. Enfin, il n'y a pas c'est pas un huissier qui vient t'expulser. Non, effectivement, ce que tu dis, c'est que j'ai utilisé volontairement et de façon assez provocatrice le terme de colonisation parce que très souvent, ce sont des quartiers où il y a eu beaucoup de populations issues de l'immigration et qui voient arriver des bobos qui ne sont pas issus de l'immigration. Donc c'était un petit peu volontaire, même si ce n'est pas que ça. Ce que tu dis, c'est le fait que c'est silencieux, c'est parce qu'en fait, tout ça, c'est une logique de marché. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une espèce de trinité maudite qui est les pouvoirs publics, les promoteurs immobiliers et le système financier qui fait que les gens, les habitants historiques des quartiers populaires sont exclus de leur propre territoire. Parce que, en fait, les pouvoirs politiques favorisent du HLM auquel ils n'ont pas accès. Ils favorisent des promoteurs qui vont construire des logements privés qui seront inaccessibles et un système financier qui exclut la plupart des classes populaires de l'emprunt et de l'accès à la propriété. Donc avec ces 3 facteurs-là, les pauvres sont perdants à tous les coups. Et je vais prendre l'exemple de Saint-Ouen pour illustrer que, en fait, malheureusement, le logement, c'est quelque chose qui se pense, et l'urbanisme, ça se pense sur le temps très long et au-delà du cycle électoral. C'est-à-dire que quand le quartier des Docks a vu les jours et a été planifié par la mairie communiste, il y avait un plafond, par exemple, pas plus de 4 500 € le mètre carré. Une mairie UDI arrive, se met en place, tout vole en éclats. Plus de limitation de prix, pas de cap sur la plus-value, et en gros, c'est la fiesta pour tous les promoteurs immobiliers qui veulent. Et ce qui se passe autour du Grand Paris, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis 10 ans déjà, il y a des promoteurs qui ont juste acheté du foncier
et qui l'ont déjà revendu à un autre promoteur parce que ça a déjà pris de la valeur. Et en fait, ce qu'il faut, parce que tu mentionnais 68 gares, mais pour que les gens aient ça bien en tête, le Grand Paris, en termes de promotion immobilière, ça va être 1,5 fois la taille de Paris. Donc c'est une opportunité capitalistique énorme, monstrueuse. Et ils l'ont dit eux-mêmes. C'est une personne qu'on cite, l'un des anciens responsables, il me semble, de la Société du Grand Paris, qui est désormais la Société des Grands Projets, qui a juste dit que c'était l'investissement public le plus rentable de ces 50 dernières années. Et ils ont quand même édité des manuels en papier glacé qui s'appelaient les Business Opportunities, qui expliquaient aux promoteurs là où ce serait le mieux d'injecter leur petit projet. Et du coup, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. Et en plus de ça, je me permets d'ajouter que autour de chacune des 68 gares du Grand Paris, il y a un rayon de 800 mètres autour des gares où on peut avoir un pouvoir de préemption pour faire de l'aménagement, de la promotion immobilière. Et donc ça, effectivement, ça représente 1,5 fois la surface de Paris. Et ça fait partie entièrement du projet, quoi. C'est comme Haussmann, quand il a construit le métro à Paris, il y avait toute une partie d'architecture, de rénovation des quartiers. Il n'y a pas uniquement juste une ligne de métro, il y a tout ce qui l'a fait vivre, c'est-à-dire des projets autour, des nouveaux quartiers. Ils le disent eux-mêmes, on veut construire des nouveaux morceaux de ville. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et tout ça en faisant table rase de ce qu'ils jugent ne même pas être un passé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des responsables politiques qui disent, en fait, il n'y avait rien, et nous, à partir de nous, il va y avoir quelque chose. C'est d'une violence absolue. Et ça a été dit, en fait. En fait, là, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, il y a beaucoup de pensées économiques, il y a du placement, il y a de l'argent, toujours. Mais finalement, l'humain n'est jamais mis en perspective. C'est-à-dire qu'en gros, ce dont vous parlez, c'est la privatisation des espaces publics. Or, les espaces publics, c'est nous. Que nous aussi, c'est-à-dire en tant que citoyens, en tant qu'habitants, c'est dans quel endroit on se réunit pour se faire entendre, pour dire nous sommes là, qu'on nous ne sommes pas que des variables d'ajustement. Comment on ouvre la bouche pour dire au fait... ce que vous mettez sur vos papiers, là, ce sont des vies. Là, il y a nos vies. Et surtout, comment on se fait entendre. Mais je pense qu'il y a, en gros, il y a quelque chose qui est plus grand que tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on nous travaille depuis très longtemps. En fait, pour moi, c'est médiatique, tout ça. C'est-à-dire qu'à nous détourner, à nous mettre tous dans la recherche de... Alors, c'est même pas du bonheur, c'est vraiment la recherche de la consommation. Finalement, on oublie de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux, de quelle manière on pourrait vivre heureux. Moi, par exemple, la question du vivre ensemble et de la rencontre de l'autre, elle est permanente. Et pour moi, c'est difficile, en fait, de rencontrer l'autre. Et donc, je me dis, où est-ce que je peux faire ça ? Par exemple, je me rendais compte, en fait, juste par rapport à la société dans laquelle je suis, je me disais, tiens, si je veux du calme, par exemple, à Paris, je suis toujours obligé de payer. Et donc, en fait, un des rares endroits où je peux trouver du calme, ça va être dans une bibliothèque. Et je me disais, tiens, cette bibliothèque, alors elles sont fréquentées, mais finalement, plus tant que ça, j'ai l'impression que quand j'ai à faire des recherches, finalement, mon téléphone, donc mon individuation, je ne sais pas comment vous dire, m'emmène, elle ne me fait pas quitter chez moi. Et donc, avant, quand je rentrais dans une bibliothèque, je rencontrais quelqu'un passionné de quelque chose, et puis on discutait. Et donc aujourd'hui, j'ai encore du mal à le faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de terrasses de café, mais je remarque aussi dans les terrasses de café, elles peuvent être bondées, mais je remarque qu'on ne parle jamais à la personne qui est à côté de nous. Donc en fait, tout ça, j'en arrive toujours à cette conclusion. C'est-à-dire que s'il y a un moment où il n'y a pas les gens, nous sommes, nous, on ne prend pas la peine de faire forum, de discuter, de se rencontrer, de dire d'où on vient, de dire ce à quoi on aspire. Et donc, à un moment de faire collectif, parce qu'un maire, c'est très simple. Si vous êtes 5 à aller le voir, il va trouver que votre projet est marginal. Quand vous êtes 200 à aller le voir, même pas, j'ai envie de dire déjà 150 ou même 100, ça fait changer, ça fait réfléchir le maire d'une ville. Et ça, par exemple, c'est des espaces où je trouve qu'on ne fait plus ça. On ne se met plus à 100 pour dire ça suffit.
ou pour dire ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va signer des pétitions, qu'on va s'envoyer par mail, etc. Mais on ne va pas se rassembler pour dire venez, on change, on bouge des choses et qu'est-ce qu'on veut faire. Et pareil, tout à l'heure, tu disais, mais ouais, les enfants, par exemple, les enfants et petits-enfants ayant grandi en quartier, etc. Mais moi, la plupart des enfants de quartier, ils veulent se barrer du quartier. Donc ça, c'est une réalité, il faut tenir compte, mais parce que aussi, c'est quel stigmate par rapport au quartier. Donc maintenant, quand tu veux te barrer, tu ne veux pas habiter trop loin. Mais donc là, il y a la question du logement, mais souvent, il y a la question de la propriété. Et dès qu'on pense à Paris et ses environs, il y a toujours cette idée de propriété. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de patrimoine. Donc, aujourd'hui, par exemple, quel patrimoine on revalorise ? Bon, par exemple, il n'y a pas que le patrimoine immobilier. Donc, comment je donne du sens et comment j'explique à un enfant qui va à l'école que son patrimoine, il peut être culturel, que ce patrimoine-là, il peut aussi le valoriser, qu'il peut lui donner une valeur. Mais pareil, on parle tout le temps de valeur, d'argent, de choses comme ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'humain. Plus on va aussi repenser, c'est-à-dire à quel endroit on va réinjecter de l'humain pour qu'on commence aussi à décentrer juste nos focus pour, je répète, à un moment, réfléchir ensemble à, OK, comment on vit mieux ensemble. Et donc je vous regarde et on peut peut-être, je ne sais pas où est Adam, mais merci. Est-ce que vous pourriez nous donner là, pour qu'on puisse nourrir une deuxième partie de discussion avec le public, est-ce que vous pourriez nous donner des pistes politiques, ou plus précisément, autour de quoi aujourd'hui on peut raisonnablement encore faire collectif ? Autour de quelle lutte ? Parce qu'il y a quand même un sentiment, on est quand même traversé par un sentiment d'impuissance pour beaucoup d'entre nous. Donc je pense que le mot raisonnablement, il est important. Autour de quel... je le répète, au cours de quoi on peut raisonnablement faire collectif aujourd'hui ? Écoute, moi, ma réponse, et c'est aussi quelque chose de très personnel, je pense que les grands oubliés de tout ça, là, ce sont nos enfants. Vraiment. Paris est une ville, par exemple, absolument hostile aux enfants. C'est-à-dire, allez essayer de manger quelque part avec des gosses, c'est un enfer. Déjà, vous y allez en priant pour que vos gosses ne fassent pas de scène, qu'ils apprécient ce qui arrive à table. Et c'est vraiment... Je pense que s'il y a une chose qui peut remettre les gens autour de la table et œuvrer pour qu'on refasse société, ça doit être tous les sujets liés aux enfants. Donc, dont l'éducation. Voilà, l'éducation, c'est clé. Moi, par exemple, j'ai aucun problème. On parle de mixité sociale. Si tu vas habiter à Asnières et que tu mets tes gosses dans le public, franchement, vas-y, pas de souci. Par contre, si tu vas pour mettre tes gosses dans le privé, je sais pas où, et que tu les emmènes en vélo cargo, non, en fait, non. Je veux pas de toi. Je comprends, mais tu vois, sur ce sujet, alors je vais encore parler de lui, mais je sais pas, je vois pas, je suis aveuglé, mais est-ce que Youssef est là ? Youssef fait partie. Ce matin, je citais un chercheur, Youssef Swidi, qui a fait un travail et qui a publié un bouquin. Donc Youssef Swidi, qui a publié un bouquin qui s'appelle « Vers la sécession scolaire ». Youssef, en fait, il s'est intéressé aux dynamiques de mixité sociale ou de ségrégation sociale, notamment dans les collèges, en utilisant des données qui ont été produites par l'éducation nationale sur grosso modo, donc ça s'appelle les IPS, indice de positionnement social. C'est pour savoir finalement si la population d'un établissement scolaire est plus ou moins favorisée. Et c'est très intéressant parce que d'autres recherches... Donc, comment ces données ont été rendues publiques par le ministère ? C'est parce qu'un journaliste avait mis la pression au ministère de l'Éducation nationale pour que ces données soient publiques. Et lorsque ces données ont été publiques, elles ont révélé des choses très, très intéressantes, et pas que à l'échelle de Paris, à l'échelle de beaucoup de villes qui sont historiquement populaires. Ce qu'ont permis de voir ces données, c'est vraiment des dynamiques de ségrégation spatiale des établissements scolaires en fonction de l'origine sociale des élèves. Donc, par exemple, on a ces données aujourd'hui qui sont publiques, on a des chercheurs qui publient des travaux, et néanmoins, le point que tu poses, il est rigolo, mais il est aussi presque caricatural. Je pense que dans tout débat de
de bobos ou ou de personnes dont les enfants sont dans ces quartiers, il y a cette discussion qui vient monter sur la table, de dire ok, tu mets où tes enfants, est-ce que tu veux sacrifier tes enfants sur l'autel de la République, quoi, grosso modo. Donc, je veux dire, j'ai presque l'impression que c'est un vœu pieux en fait aujourd'hui de demander aux gens qui, pour certains, ont des bonnes valeurs, de laisser leurs enfants dans le public. Ah oui. Enfin, J'ai un truc à dire là-dessus, moi. Oui. Je peux ou non ou pas? Oui, tu peux. Ah, bonsoir, moi je m'appelle Jihen de région parisienne. Sur cette question de école privée, école publique, ça c'est un grand débat et je comprends que on est tiraillé de l'intérieur, on habite dans un quartier populaire, etc. Moi, quand j'étais jeune, j'étais au collège, donc c'était un quartier populaire, mais on avait un autre quartier à côté un peu plus favorisé. Et notre collège, il y avait 2 Arabes, un Noir dans la classe. Et j'ai connu un collège comme ça. Et après, maintenant, ce même collège, aujourd'hui, il n'y a plus de blancs. Alors qu'avant, il y avait mes copines, c'était Leslie, Karine et compagnie. On était 2 Arabes, un Noir. Et donc, en fait, parce qu'ils sont partis. Ces gens-là ne mettent plus leurs enfants dans le collège. Et j'ai vu la ségrégation avec les 3e 1, les 3e 2, tous blancs. Et la 3e 5, ils sont tous allés en professionnel. Oh, on dit, c'est bizarre quand même. Donc, en fait, ils ont été regroupés. Donc, moi, quand je grandis et que je vois ce système et que j'ai des enfants, à l'époque, j'étais encore avec le père de mes enfants, à un moment donné, je me dis oui. Moi, j'habitais dans le 78 après, et je me suis dit oui, mes enfants, je vais les mettre dans l'école privée catholique, qui est à côté de chez moi, parce qu'en plus, c'était une école privée qui était plutôt bien d'un point de vue mixité aussi. Il y avait quand même des gens de confession musulmane, et moi, en plus, en tant que musulmane, mes enfants, aujourd'hui, on ne peut plus parler de Dieu, on ne peut plus parler de rien, et dans une école catholique, on peut dire que je suis musulmane et c'est presque mieux accepté, en tout cas dans celle-là. Peut-être pas toutes, attention. Et les écoles catholiques, j'ai quand même regardé ce que c'était. Mais aujourd'hui, à un moment donné, on préserve aussi nos enfants. Je veux dire, à un moment donné, moi je sais que dans une école publique qui est délaissée dans un quartier populaire, mon enfant sera un numéro ou sera même pas regardé, ou etc. Alors que dans une école privée, peut-être, il sera un peu plus... Il y a un encadrement plus accompagné. Donc je pense voilà, c'était une réflexion globale pour dire que oui, l'école publique, évidemment, on la défend et on souhaite que tout le monde ait accès à l'école de façon égalitaire. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un combat permanent. Moi, je dis à ma fille, en 5e, tu vas faire latin. Elle me dit, pourquoi? Non, je ne veux pas faire latin, moi. Après, je dis, écoute, ça se passe comme ça à l'école publique. Quand tu fais latin, ils te mettent dans les bonnes classes et tu as les gens qui sont... Voilà, et c'est comme ça. Et on navigue comme ça, surtout, tout le temps. Voilà. Alors, encore une fois, je veux pas mettre les responsabilités individuelles des gens et culpabiliser les gens. Vraiment, c'est pas mon intention. Moi-même, j'ai fait classe échec, tu vois, pour. Je suis archi nul en plus. Mais en fait, le point, c'est quand je dis, il faut que ce soit. En fait, mon problème, et j'en reviens à un point que disait Kondo, il n'y a plus de contrat social. C'est tout. En fait, on fait tous sécession. On est tous individualistes et on veut tous... Parce qu'il y a quelque chose dans ce que tu disais qui était important, c'est que... Et dans beaucoup de logique de parents, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne veut plus mettre nos enfants sur la même ligne de départ. On veut mettre nos enfants 10 cm plus loin, qui partent avec une avance. Et en fait, si on raisonne tous comme ça, oui, effectivement, les plus pauvres vont se retrouver dans les écoles publiques pourries, des écoles publiques où il y a moins de moyens, et en plus, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? On va te dire, toi, tu vas payer, je sais pas, 1 000, 2 000 euros par an pour mettre ton enfant à l'école publique. Donc, le prochain candidat à l'élection présidentielle qui va te dire, je te fais moins de 2 000 euros d'impôts, tu vas dire, bah oui, je veux bien payer moins de 2 000 euros d'impôts en moins, parce qu'en plus, ça me permettra de financer mon école. Sauf qu'en fait, on pénalise tout le monde. Donc, le fait qu'on conscientise plus collectivement le choix, enfin les implications de nos choix politiques, qui peuvent être des choix politiques qui nous paraissent des choix opportunistes de court terme, en fait, collectivement, ça nous engage tous sur 1 ou 2 générations en termes d'éducation et en termes de logement. Et après, ça, pour rattraper ça, il faut ramer, en fait. Il faut ramer. Donc, non, mais... Je ne suis pas là pour savoir pour qui vous votez, mais bon, je pense que dans le public, il n'y a pas beaucoup d'électeurs du RN. Mais voilà, vous avez compris. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, quand tu disais comment est-ce qu'on refait corps, comment est-ce qu'on repolitise, en fait, il faut déjà qu'on ait tous un regard critique sur
les conséquences de nos choix très simples comme où est-ce que j'habite, comme où est-ce que je mets mes enfants à l'école. Alors je dis pas que faut pas que on ait le biais du survivant. Oui, moi j'étais dans un collège pourri, je vais pas mettre exprès mes gosses dans un collège pourri en disant on va voir s'ils s'en sortent aussi. Je suis pas voilà, mais faut qu'on se dise est-ce que collectivement on peut s'asseoir et se dire tous en fait venez on refonde l'école de la République en fait. Et si on n'est pas capable, de se parler, comme tu dis, on n'arrivera jamais à cette conclusion. Et ensuite, comment est-ce qu'on met ça en action? Donc, je n'ai pas les réponses à ça. Mais clairement, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. La question de l'islam en tant que musulman, etc., c'était aussi un enjeu. Cette question de te nier complètement. Et que je ne dis pas que l'école catholique est super, elle a plein de défauts. Et que là, on t'accepte avec cette acception-là en disant oui, je crois en Dieu et il n'y a pas de tabou. Ça, c'est un enjeu aussi. Et qu'à l'école laïque, on ne peut plus dire qu'on croit en Dieu. Que quand tu parles arabe à l'école laïque, on te signale. C'est un problème. On te dit tu chantes joyeux anniversaire en arabe, on te ramène un chant de chez toi, tu ramènes un chant religieux. Ah, mais non, mais c'est pas de chez toi, ça. Donc, ça, c'est quand même un problème. C'est un enjeu, ça aussi. Il y a la question sociale, il y a la question identitaire aussi, qui est problématique à l'école. Pardon. Hein. Non, mais c'est aussi on parle des villes. En fait, c'est aussi un truc d'urbanisme. Moi, j'habite à la Garenne-Colombes parce que moi, j'ai choisi d'aller chez les bourgeois. Donc, j'habite à la Garenne-Colombes. Il y avait un fonds de commerce qui se libérait. Il y avait un monsieur qui se portait volontaire pour ouvrir une boucherie halal. La mairie a dit non. Oui. Donc, on vit aussi dans ce genre de... Voilà, il ne faut pas nier ces réalités. Et on a un problème de vivre ensemble. Ça se voit partout. C'est juste que là, on n'arrive même plus à vivre ensemble géographiquement, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. En attendant que la parole tourne, est-ce que Laura Kondo, toujours sur cette question, donc Anno insiste sur la question de l'éducation, comment on se ressaisit collectivement d'éducation, est-ce qu'on peut continuer à tisser, étoffer, je ne sais pas ce qui pourrait être une proposition politique en réponse à cette question, autour de la question, autour de quoi on peut raisonnablement faire collectif? Est-ce qu'il y a d'autres pistes aujourd'hui qui émanent soit de ce que vous avez vu, soit de ce que vous avez vécu, qui vous laissent penser que oui, on peut encore collectivement combattre le rouleau compresseur qui est déployé à coups de milliards pour assécher, chasser toute une partie d'habitants de villes historiquement populaires. Moi, je ne suis pas très optimiste comme personne, donc pour répondre à cette question-là, ça va être compliqué. Dans les luttes que tu as vues, dans les luttes, il n'y a pas que des échecs. Récemment, il y a beaucoup d'échecs, mais disons que parmi les choses que j'ai vues en termes de lutte qui m'ont moi le plus intéressée et frappée, moi je suis observatrice de ces choses-là. Je ne suis pas actrice, moi je ne suis pas une militante, je ne suis pas... voilà. Donc moi j'observe ce qui se passe, et ce que j'ai observé moi de plus intéressant pour ce livre-là, c'est quand j'ai vu qu'il commençait à y avoir une toute petite alliance entre les gens qui luttaient contre les Jeux Olympiques, qui parlaient de gentrification, et qui luttaient à la fois contre ça, mais qui commençaient à comprendre qu'il y avait un grand projet global aussi, avec le Grand Paris Express, que c'était toute une manière de remodeler la ville, tout ce qu'on connaissait. Et là, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et c'était je pense, en avril 2021, il me semble, il y avait une grosse manif contre la destruction des jardins ouvriers d'Aubervilliers, les jardins des Vertus. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, d'un point de vue convergence possible de ce qui est en train de se passer, de réfléchir à ce qu'on faisait de notre ville, de réfléchir en termes de réchauffement climatique, qu'on supprime des espaces verts et qu'on bétonise à ces endroits-là. Malheureusement, ça a été un peu en one shot. Enfin, j'ai pas revu ça à beaucoup de reprises. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était quand il y a eu, quand Naël est décédé, qu'il a été tué par la police, qu'il y a eu cette grande manifestation à Nanterre, et qu'on a vu
des habitants, des amis de ce jeune homme et plein de gens qui sont venus pour dire que c'était pas normal en fait de tuer quelqu'un comme ça dans l'espace public, voilà. Et que j'ai eu l'impression, en plus, si je me trompe pas en termes de timing, on arrivait juste après toutes les mobilisations sur les réformes des retraites, où il y avait beaucoup de gens qui avaient été dans la rue pendant très longtemps. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme de convergence des luttes entre la question sécuritaire, l'appauvrissement, les politiques libérales qui font un peu de mal à tout le monde. Et bon, pareil, là, c'était un one-shot. Je pense qu'il n'y a pas eu de convergence à ce moment-là, mais la population qu'on a vue manifester ensemble, elle m'a semblé être super moi, je peux dire, j'y étais dans cette manif avec notamment une amie qui est au premier rang. Et je te regarde, hein, mais moi, j'ai vécu quelque chose dans ce drame. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un moment aussi fort collectivement. Le problème, c'est que on n'avait pas le coup d'après, quoi. Enfin, tu vois, la transformation, tu vois vraiment cette question de la proposition politique qu'il y a derrière. Donc, effectivement, il y avait une énergie. D'ailleurs, le seul moyen que la police a trouvé pour pouvoir casser cette dynamique qui était vraiment extraordinaire, ça a été de mettre des gaz lacrymogènes. Et vraiment, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Alors qu'il n'y avait aucune raison il n'y avait rien, il y avait zéro. Et c'était quand même. En fait, ce qui était hallucinant, c'est que c'était. Il y avait toutes les raisons du monde de tout casser. Toutes les personnes qui étaient là avaient toutes les raisons. On avait toutes les raisons du monde de tout casser. Et il n'y a rien qui a été cassé. Et en fait, tu as presque l'impression que les gaz lacrymogènes, ils sont mis là pour vraiment t'énerver jusqu'au bout, quoi. Vas-y, quand est-ce qu'on va te faire craquer pour que tu commences à tout casser? Donc effectivement, en fait, on n'arrive pas à passer au coup d'après. Et Koundos, je te regarde, est-ce que le coup d'après, finalement, pour nous, quand on parle de raisonnablement, quand on parle d'habitants historiques des quartiers populaires, est-ce que le coup d'après, c'est pas de partir, en fait, de partir de notre propre chef et d'aller nous réapproprier ou nous approprier des espaces de la même manière qu'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, il y a des personnes qui ont décidé de partir et d'aller à la ZAD et de reconstruire un idéal de rêve donc à la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est pas ça en fait finalement, est-ce que les habitants je termine, c'est les habitants historiques des quartiers populaires qui soient en France depuis une ou deux générations ou qui soient là depuis 150 ans, c'est des populations qui ont été amenées tout le temps à bouger. Ils ont dû bouger au gré des aléas économiques, des politiques sécuritaires, des guerres. Finalement, est-ce que... voilà, je te repose la question une troisième fois, mais est-ce qu'on a... Alors déjà, c'est une question que je t'avais posée. Tout à fait. Et je suis content que tu t'en saisisses parce qu'effectivement, il y a cette idée de toujours vouloir rester et donc de se retrouver en conflit, en combat. Mais dans les solutions, il peut y avoir aussi la réflexion sur partir ensemble, c'est-à-dire commencer à faire des collectifs d'amis, déjà, commençons comme ça. Et il y a des villages qui ont besoin d'être repeuplés. Il y a des zones, notamment dans le centre, la région centre, qui, alors cette fois-ci, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on ne va pas toujours être la personne qui va gentrifier l'autre? Voilà. Mais maintenant, dans le centre, voilà, il y a des zones rurales, il y a même des villes qui sont dépeuplées et qui ont besoin d'avoir un repeuplement. Et c'est là, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. La première, c'est justement commencer à refaire un peu collectif, aller dans ces zones qui sont à repeupler, réhabiliter, quelque part, et justement faire de nouvelles communautés. Mais moi, je pense qu'il faut y aller, par contre, toujours en conscience, avec une conscience politique, où on doit refaire société avec j'aime pas ce mot-là, mais autochtones, des gens qui vivent déjà là, et qu'à partir de cet endroit-là, justement, on repense des nouveaux endroits, des nouvelles villes. Et la seule question qui va toujours se poser à nous, mais je trouve que peut-être qu'il faut aussi utiliser la technologie pour nous et pour notre avancée, c'est-à-dire que ça va plutôt être la desserte, c'est-à-dire comment on a accès au travail. Parce qu'en fait, finalement, les grandes questions, elles sont là, c'est comment on accède au travail, comment on accède au logement, comment on accède au bien-être. Donc, c'est trouver des espaces et comment on peut réfléchir si on arrête si on arrête l'individualisme le plus total, comment on peut commencer à penser des groupes, alors là, on va dire des groupes sociaux pour des grands mots, mais j'ai envie de dire des groupes humains, de personnes qui disent non mais moi c'est bon, la ville, je suis fatigué, je suis originaire de tel endroit, même de tel autre, venez, ça fait un certain nombre de temps qu'on se parle, qu'on se connaît, qu'on se comprend,
venez, on va réinvestir telle zone. Et on trouve, soit on fabrique de nouveaux emplois, voilà. Et je pense qu'il y a des choses comme ça à repenser, parce que la France est quand même hyper concentrée, hyper centralisée, et on pourrait tout à fait dire, bon, on décentralise tout ça, on prend d'assaut des endroits où il n'y a personne, ou très peu de monde, et puis justement on crée de nouveaux espaces. Moi je pense à Londres, il y a beaucoup, en fait Londres c'est pas une ville qui est polarisée comme à Paris, et donc il y a plein de centres qui ont été causés, pas à cause de la gentrification, par la gentrification, où justement, il y a Notting Hill, par exemple, où les gens, ils sont partis du centre, ils n'avaient plus le choix, ils sont allés plus loin, et puis ils ont refait d'autres villes qui sont en périphérie, mais qui sont connectées au centre. Donc je crois qu'il y a des réflexions comme ça à mener. C'est des alternatives, la question de savoir est-ce que ça peut se vivre bien, est-ce que ça peut se vivre mieux, mais encore une fois, c'est-à-dire si nous... en tant que citoyen, on ne se pose pas la question et on ne trouve pas d'autres gens qui rentrent en résonance avec ce type de questions-là, on ne pourra pas trouver des alternatives, des propositions, des solutions, des idées nouvelles. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes ou trois qui souhaitent intervenir en apportant une lumière ou en posant une question à un ou une de nos intervenants? On a une dame, mais on n'a pas de monsieur. C'est pas grave. Moi, je voulais donner un exemple. Votre prénom? Isabelle, Ouais. du 19e aussi. L'exemple de Issa, qui faisait Belleville en vrai, qui était je suis là, qui était une réussite pour ces jeunes de quartier. Et j'en parle parce que je suis une maman de ces quartiers. Et en fait, nous, habitants, on veut faire bouger les choses, mais le problème, c'est que les politiques nous bloquent. Le problème de Issa, et je le dis, et tu me diras si tu veux pas que je le dise, était tellement bien réussi qu'on lui fait mettre fin à son projet. Moi, aujourd'hui, Belleville en vrai est un beau festival qui réunissait plus de 500 jeunes de tout quartier, et je dis bien de tout quartier, qui venaient avec des artistes, avec des jeunes, ou pas moins jeunes, moins connus. Moi, je viens du 19e et je viens d'un quartier populaire où un jeune, aujourd'hui, s'appelle Pépé Nicolas, Oxmo Possimo. Et en fait, je me sers de cette jeunesse qui a réussi dans ce quartier pour faire monter la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle est en souffrance. Parce que nous, habitants, on ne reprend plus notre quartier. Le 19e, j'en parle pourquoi ? Parce que le 19e est à tous les ministères. On a le CRAC, on a eu le Club France cet été, on a le canal de l'Ourcq, on a la Villette, on a le Zénith. Mais à un moment donné, nous, habitants qui habitons dedans, on n'est pas écoutés. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, rendre la ville populaire avec ses habitants. Nous, habitants, on a les solutions, mais on ne nous écoute pas assez comme il faudrait. Et c'est vrai qu'il faudrait reprendre plus de positions et aider Issa à refaire Belleville en vrai. Voilà ce que je voulais dire. Moi, ce que j'entends avant qu'on entende une autre personne, sauf si vous voulez réagir, c'est que à la question, parce que finalement ça n'a pas été... entre les lignes, ce que j'entends, moi, Isabelle, c'est qu'à la question autour de quoi on peut raisonnablement faire collectif, à 1 an des élections municipales qui vont concerner toutes les villes de France, c'est faire collectif aussi autour de projets politiques municipaux, quoi, de s'emparer de ces villes et de ne pas attendre, en fait, de la part de politiciens qu'ils fassent le bien pour des populations qui sont habituées uniquement à voter ou être enfermé dans des politiques clientélistes. Enfin, donc, je le pose là parce qu'en fait, c'est un impensé, mais les élections municipales, c'est dans 1 an et c'est quand même aussi le meilleur moyen de s'emparer de son territoire. Bon, voilà, je pose ça, mais j'ai pas de projet politique à Paris. Enfin, je connais des gens qui en ont. Donc, est-ce que, je sais pas si d'autres personnes qu'Isabelle veulent intervenir, on va se diriger doucement vers la conclusion. Mais c'est important qu'on puisse avoir ce temps-là. Ou Anno, si tu veux répondre. Non, ouais, je voudrais juste rebondir en fait parce que vous avez évoqué 2 choses et je pense que on peut les connecter parce que tout à l'heure tu as évoqué ce fameux truc de convergence des luttes et là on parle local et en fait au local il faut aussi qu'il y ait des convergences, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de jeunesse, de culture, de logement, en fait très souvent c'est des assos qui se parlent pas. Qui ont chacune un cheval de bataille, des interlocuteurs à la mairie, etc. Et du coup, ils sont en ordre dispersé. Alors qu'en réalité, toutes ces problématiques sont liées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que des acteurs associatifs locaux puissent
se parler, parce que la différence entre un Issa qui arrive à réunir 500 jeunes et donc qui a potentiellement un pouvoir de prescription autour de 1000 électeurs, si on dit chacun 2 par an, et si vous arrivez avec des associations qui représentent 1000 bénéficiaires, là, la conversation, c'est plus la même. Donc, je pense qu'il y a aussi cette chose qui est extrêmement difficile à faire, hein, parce que c'est toujours difficile de mettre des gens autour d'une table et de se mettre d'accord. Mais en réalité, convergence des luttes, ça doit aussi passer au niveau local. Parce que moi, je vais vous dire, d'un point de vue personnel, moi, je pensais que le gilet jaune, c'était le grand soir. Hein. Je pensais que c'était la révolution. Non, mais j'y ai été. Quand vous voyez des pères de banlieue qui viennent avec des scie sauteuses sur les Champs-Élysées, non, mais c'était ça. Hein. Je vous dis, c'est le grand soir. Et ben, en fait, il ne s'est rien passé. Tout le monde s'est fait gazer. Il y a des gens qui ont perdu des yeux, des bras, etc. Et il ne s'est rien passé. Donc, en fait, il faut qu'on arrête de rêver au grand soir et juste qu'on s'organise politiquement. Je pense que la France, on a toujours cette espèce de fantasme de la révolution. En fait, la révolution, ça peut se faire à 5 assauts à Belleville, ça se trouve. Et peut-être, donc j'ai une question là, mais aussi dire que l'intention derrière ce festival, elle est aussi de permettre, comment dire, ces discussions qu'on a là, elles sont fondamentales. Elles sont aussi des prétextes à faire venir des personnes qui se connaissent, mais qui n'ont pas d'espace commun où se croiser. Et aujourd'hui, vous ne connaissez pas tout le monde, et moi je ne connaissais pas tout le monde, mais j'ai vu beaucoup de têtes, pas au sens des cerveaux, mais juste des visages. J'ai vu beaucoup de visages qui se connaissent, qui se sont liés, qui se sont déliés, et qui se sont croisés tout au long de la journée. Et tu vois, cet espace commun là dont on parle, ce festival, à sa petite échelle, il a contribué à faire ça. Il a contribué à faire en sorte que des personnes, que des artistes, que des sociologues, que des journalistes, que des entrepreneurs, je parle d'eux parce que c'est des personnes qui, à leur niveau d'influence, ont un petit pouvoir d'action, mais également des militants associatifs, se croisent. Ah, t'es là, toi? Ah, t'es là, toi? Mais ouais, mais pourquoi t'es venu? Bah ouais, parce que moi je suis invité là. Ouais, parce qu'il y a un tel qui parle là. Parce qu'il y a un tel qui parle là. Ah ouais, bah il faudrait qu'on se recroise, il faudrait qu'on se reprenne un café. Et c'est ce qui s'est passé dans la rue. Là, pour celles et ceux qui étaient dans la rue, en face de la maison de la police, c'est vraiment ce qui s'est passé tout l'après-midi. Voilà, donc c'est une contribution, et je pense qu'effectivement qu'il faut multiplier ces contributions de manière à montrer qu'en fait cette convergence des luttes, elle est possible et qu'elle ne nécessite pas, comme tu le dis, à nos 30 orgas, mais qu'à 4 ou 5 orgas, le pouvoir en face est finalement tellement vacillant que tu peux le faire bouger avec quelques personnes qui sachent comment agir. Il y a une question par là-bas. C'était Pierre, juste, je suis désolé, si ça ne te dérange pas. Une phrase. Une phrase, parce que j'aimerais bien faire tourner la parole. Vas-y. La question de la convergence des luttes, c'est intéressant. Mais après, c'est la victoire. Qu'est-ce qui fait que les gens motivent derrière? C'est qu'on gagne. Quelle a été la dernière grande victoire nationale ou locale qui fait qu'on a envie d'aller plus loin? Il y en a, pour moi, j'en vois pas. Hein. Donc ça donne moins envie. Moi, je peux te dire que la dernière victoire que j'ai vécue en tant que militant, c'était... victoire. C'était le CPE, et c'était le CPE qui était passé, mais finalement qui n'avait pas été, j'ai plus le terme juridique exact, hein, mais qui n'a pas été appliqué, quoi. Enfin, qui n'est pas... Mais c'est oui, ratifié. Bref, j'ai pas le terme juridique, désolé. Mais moi, c'est la dernière victoire que j'ai en tête, hein, et ça a 20 ans, quasiment. Donc, oui, Laura. Après, ça dépend sur quoi on se base, mais on a eu quand même, d'un point de vue environnemental, là, il y a le tribunal administratif a quand même annulé la 69. Bon, après, on n'est pas sûr que ça tienne, mais je veux dire, il y a quand même aussi des choses qui se passent. Il y a eu l'annulation d'Europa City, il y a eu le barrage... Notre-Dame-des-Landes aussi. Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins. Donc, bon, il y a eu quelques petites victoires locales sur des gros chantiers, plutôt sur de l'écologie. Après, voilà, moi, je reviens de Toulouse où j'ai travaillé sur la 69 la semaine dernière d'ailleurs, et ce qui m'a vraiment intéressée, c'était justement aussi la convergence entre les militants qui sont plus dans des démarches de ZAD, de pouvoir occuper le terrain, de pouvoir faire parfois des actions de sabotage. Je dis pas que moi je m'engage pas, je trouve juste ça intéressant qu'ils aient eu un dialogue avec des associations beaucoup plus établies, avec une action beaucoup plus juridique,
Par exemple, La Voix est libre, ils ont, eux aussi occupé le terrain, mais ils ont mené des offensives au niveau du tribunal administratif pour pouvoir vraiment examiner tout ce qui se passait au niveau des règles environnementales avec la police de l'environnement. Donc, en fait, là, il y a eu une alliance entre des militants qui sont un peu plus vénères, qui vont faire des actions parfois illégales, et des militants très établis qui vont utiliser des outils traditionnels pour pouvoir agir. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec les soulèvements de la Terre. On a l'alliance d'énormément d'acteurs sur des manières d'agir complètement différentes qui aboutissent à faire peur au pouvoir en place. Il y a eu une tentative de dissoudre les soulèvements de la Terre. Pourquoi ? Parce que ça déployait des stratégies qui étaient peut-être un peu nouvelles pour le pouvoir politique. Voilà. Donc c'est juste l'exemple écolo qui me permet de rebondir, mais pour le coup, sur des grandes victoires politiques, sur des réformes, on n'a pas trop gagné récemment, quoi. Il y avait derrière une question, et après... Là. Oui, attends, vas-y. Bonsoir, moi c'est Leïla. Moi, la question que je me pose, la France est un des pays, et c'est pas nouveau, hein, où les gens sont malades. Quand je dis malade, puisque c'est un des pays où il y a plus de consommation d'antidépresseurs. Et c'est pas nouveau. Et ça prend de l'ampleur avec peut-être nos politiques qui essayent de nous effrayer encore plus et de nous barrer la route, en fait. Voilà, les luttes. Il y a eu la Révolution française. Voilà, la population de en 1789, ils sont allés jusqu'au bout. Voilà. Là, aujourd'hui, on ne nous donne plus les moyens, je pense, d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, peut-être par comme vous venez de le dire, Laura, des petits comités comme ça en local, mais au niveau national, il y a peut-être un début, mais il y a un épuisement très vite dû au barrage, voilà, pour parler familièrement, qu'on nous met. Je veux dire, là, on a quand même vu les Gilets jaunes, où il y a eu une répression policière extrêmement forte, des éborgnés, des mutilés. Ensuite, on a eu les révoltes urbaines après la mort de Naël Merzouk, où, en fait, quand on voit la criminalisation, la judiciarisation des cas, où il y a des petits jeunes qui se sont retrouvés en comparution immédiate à partir en prison pour une paire de baskets, un grille-pain. Donc, en fait, il y a eu des cas pour l'exemple. Donc, oui, la machine répressive se met en route de manière très forte, de plusieurs manières différentes. Et voilà, ce que disent plein d'habitants des quartiers populaires, c'est qu'en fait, les Gilets jaunes ont permis de montrer à une population qui n'était pas ciblée par de la répression policière extrêmement intense, de connaître dans leur chair ce qu'elle était. Et je veux dire, les habitants des quartiers populaires, ils connaissaient depuis longtemps les LBD et toutes ces techniques-là. Mais les gars qui étaient sur leur rond-point et qui sont montés sur Paris pour pouvoir faire les manifs, je pense qu'ils n'avaient pas une seule seconde imaginé ce que ça faisait, un impact de LBD en pleine tête, quoi. Voilà. Et juste, si je peux rajouter un petit point, parce qu'on parlait d'obtenir des victoires et de militer. Là, je reprends ma casquette d'économiste, mais en fait, militer, ça a un coût. Et un des dénominateurs communs, très souvent, des militants climat, c'est que ce sont des bobos, en fait. Ce sont des bobos ou des enfants de bobos. Donc, en fait, ils peuvent se permettre de ne pas travailler un jour, ou 2 jours, ou une semaine, ou se pointer quelque part à 14h parce qu'ils sont freelance web designer. Mais... excusez-moi s'il y a des freelance web designers dans la salle. Mais voilà, en fait, militer quand on est pauvre, c'est pas possible. Parce que vous avez des conditions d'existence matérielle
qui sont sans cesse menacés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on incorpore quand on pense nos luttes. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ces luttes ne mettent pas en danger la sécurité matérielle et les conditions d'existence matérielle des gens. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui sont déjà dans des situations d'extrême vulnérabilité de se mettre encore plus en danger s'il n'y a pas de filet de sécurité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pense. Et le fait que tu mentionnes les victoires du climat, en fait, ça me fait vraiment résonner ça, parce que je connais beaucoup de militants climat. J'en connais pas beaucoup qui sont pauvres, en fait. Et aussi, on peut considérer aussi que quand on est blanc, on peut raisonnablement avoir moins de problèmes de répression policière à certains endroits et d'avoir peut-être aussi moins peur de se mettre en danger à certains moments, en fait, face à l'institution. Donc, oui, je suis d'accord. Merci. Il y avait une question là-bas. On va prendre 2, 1 et on va finir. Ça vous va ? Oui. Bonsoir, Martin. Là, je vais prendre la parole en tant qu'habitant de Saint-Denis, la plaine Saint-Denis, parce que vous me réveillez un peu. C'est une lutte que j'ai suivie vraiment de très loin, donc je vais être imprécis, et je crois qu'on en a parlé dans Mediapart. Mais en fait, à Saint-Denis, là, il y a 3 espaces culturels qui ont été fermés. Espace jeunesse, pardon. Et donc, en vous entendant dire voilà comment on peut lutter, etc., qu'est-ce qu'on peut faire, je me suis dit il faut vraiment que je le dise ici, et que si vous avez des leviers, des soutiens, voilà, il y a des pétitions qui tournent, il y a des collectifs qui s'organisent, et donc c'est peut-être peut-être moi le résultat de la journée, c'est que je vais peut-être suivre cette histoire d'un peu plus près, et je vous partage ça, voilà. Oui, tout à fait. J'ai failli réagir tout à l'heure à l'intervention sur Belleville, en disant que parfois, en fait, on empêche des associations d'être financées, d'exister, parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Je pense qu'on sait tous qu'on est dans une période extrêmement austéritaire, et que c'est les premiers à payer sur tout ça. Et justement, j'allais utiliser l'exemple de Saint-Denis, où ils fusionnent et ils suppriment des antennes jeunesse en prenant... ils mutualisent, en fait, parce qu'ils sont en train de fusionner Saint-Denis et Pierrefitte. Et du coup, en fait, en disant on va devoir se réorganiser, mais ça se fait au détriment d'antennes locales où ils essayent de tout faire converger. Mais oui, c'est un cas extrêmement précis, et c'est hyper important de documenter ces choses-là. Parce que c'est super que Mediapart l'ait fait, et que j'espère que ça va être fait par d'autres médias, mais je veux dire, les signaux faibles, ils sont là, quoi. Il y a plein de subventions qui sont en train d'être complètement cut, et je veux dire, c'est bien beau de nous dire de militer ou de lutter, mais en fait, les structures elles-mêmes sont complètement asséchées de plus en plus, quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir ce contexte-là aussi en tête, quoi. Notamment, je crois, à Centre-Val de Loire, où il n'y a plus une seule thune pour la culture en ce moment. Merci. On va prendre vraiment de manière très très courte, parce qu'on est en retard. Il faut qu'on pense aux techniciens, il faut qu'on pense à l'équipe, aux bénévoles, il faut qu'on pense à vous. Donc vraiment de manière très très courte. Alors, très courte. Moi, depuis tout à l'heure, je vous entends, et ça m'a fait rappeler le poème de Rimbaud, Le Forgeron. Forger, c'est extrêmement dur. Donc il dit: merde au roi, il lui dit: crois-tu que j'aime voir ta demeure dorée? Ma fille s'est faite violer, mon fils, tu en as fait de la chair à canon. Oui, je pue, je suis de la canaille et je m'en vais pendre la Bastille. Je trouve que cette société, elle manque de cran. Elle attend quoi? D'être à poil, hein? Parce que en fait, c'est pas du tout les pauvres et les riches, ce sont les voleurs et les volés. Voilà. Et le peuple, il est unique. Et il faudrait un petit peu qu'il lève la tête. Oui, nos enfants, mais faut être aussi digne de nos enfants. On laisse aller la drogue dans le 19e. Ça sniffe des gaz hilarants et tout ça. Moi, je l'ai connu, le 19e. Mon père, à 19 ans, à 19 ans, il était déjà papa. Il n'avait pas de fric, il faisait les beaux-arts. Mon grand-père militait. Il y avait la guerre en Algérie. Et les gens avaient quand même un peu plus de cran. Véronique. Aujourd'hui, attendez, je
termine. Et aujourd'hui, la bouffe, oui, ça fait rire tout le monde, sauf que vous allez voir, tout le monde va être à poil. Parce que c'est une minorité qui parle de milliards, et les milliards, et les milliards. Et pendant ce temps-là, on acculture les peuples. Et ça fait des statistiques et tout ça. Moi, j'ai 68 ans. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Dixit Aragon. Hein, Madame Hidalgo, elle a demandé 2 500 000 pour des espaces canins, hein, pour les chiens. Alors que nous, nos frères, ils sont par terre de toutes les couleurs. C'est ce que j'ai dit à un élu. Il me dit, il y a les maraudes. Eh ben, on peut faire bon et intelligent pour un moindre coût, alors qu'on opère à distance, on collecte des débris d'étoiles. Et parce qu'on est encore dans l'intelligence artificielle, c'est la nanotechnologie. Et aujourd'hui, la misère, elle est criminelle. Voilà. Donc, il a dit mère de roi. Il a dit oui, je pue, je suis de la canaille et je m'en vais prendre la Bastille et je reprends ma dignité d'humain. Moi, je n'ai pas fait d'enfant. J'ai fait des études justement pour être bien. J'ai pas confondu amour et esclavage. Et aujourd'hui, on a dévalué la monnaie. Hein, avant, c'était mort pour la France. Hein, à 40 ans, moi, on m'a dévalué ma monnaie. Puis maintenant, quand j'étais jeune, il fallait que j'ai l'expérience. Je termine. Oui. Et là, il fallait que j'ai l'expérience. J'avais l'espérance. Et quand t'es vieux, eh ben, on te dit à 50 ans, va dans une EHPAD ou je sais pas le bordel. Et puis il faut mourir. Alors mourir, d'accord, mais de mort lente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous demanderai d'avoir un petit peu plus de caractère, de ventre avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas rebondir là-dessus. Merci Véronique. Il y avait vraiment une... Sur une note positive, est-ce que je peux faire un petit rapt de micro? Le 17 mai, il y a un carnaval 18e, 19e, c'est le carnaval du Nord-Est parisien et vous êtes tous très très chaleureusement invités. C'est justement, on essaye de célébrer le vivre ensemble qu'on a dans ces quartiers-là, le Nord-Est de Paris. On essaye de viser large, les centres sociaux, les écoles, les machins sont invités. Voilà, c'était le petit prise d'otage du micro instantané. Merci. 17 mai, si vous voulez célébrer et justement fédérer un vivre ensemble positif. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que... Il y avait quelqu'un ? En fait, c'est juste... Il y avait un dernier tour. J'entends, Véronique, c'est juste... En fait, il y a quand même des règles de prise de parole et... Non, mais j'ai rien dit, là. Bah, si, non, mais vous parlez... D'accord. Mais... D'accord, très bien. Donc... Non, mais, on a compris. Très bien. Donc, je vous propose... Tout à fait. Non, c'est bon ? D'accord. Donc, je vous propose qu'on termine doucement cette fin de journée. Je ne sais pas si, en conclusion, l'un ou l'une de vous souhaite ajouter quelque chose. C'était une journée très, très riche. Il y a Zach qui est quelque part, qui va venir... dire un petit mot de la fin, mais avant je me tourne vers vous, Anno, Laura, Kondo, merci. C'est pas évident et merci à vous toutes et tous. C'est pas évident de discuter de ce type de sujet, c'est très vaste, on ouvre plein de portes, on est en fin de journée, en un week-end, on est fatigué et puis on creuse des sujets qui sont parfois pas démotivants mais qui sont prenants psychologiquement. Donc je vous remercie de vous être prêté au jeu, c'est pas évident. Vous avez accepté de participer à une discussion qui est vraiment pas simple. Donc vraiment, je vous remercie. Et juste peut-être avant qu'on vous applaudisse, avant qu'on vous applaudisse tout ici, et que Zach donne le mot de la fin, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit? On a parlé des rêves, on a parlé des espaces communs, on a parlé d'éducation, on a parlé des luttes locales, qui sont autant d'outils qui nous permettent de comprendre comment on peut, en tant que citoyen, en tant qu'habitant, se réapproprier des espaces et des luttes politiques. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose qui n'a pas été dit? Je veux donner de leçons à personne. Je sais que parfois c'est dur. Mais je pense que voter bientôt, ça reste une des premières manières de donner son avis et de changer les choses. Voilà. Et donc je rebondirai en disant que voter c'est bien, mais se constituer en liste politique et aller chercher des élections, à l'heure actuelle, c'est mieux, en tout cas c'est nécessaire. Merci Kondo pour le mot. Anno, Kondo, très vite. Écoutez, oui, repolitisons-nous. Et 2, réformons le capitalisme, parce que j'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans. Ouais. Mais c'est la mère de tous les problèmes. Et ce problème dont on a parlé aujourd'hui n'est qu'une conséquence d'un capitalisme débridé qu'on a laissé devenir fou.
Et mon cher Kondo, est-ce que le mot de la fin te revient? Pour moi, c'est réinjecter de l'intelligence, de la culture, de l'humanité, du dialogue. Merci à toutes et à tous. Merci tous. Ça a été une longue journée. Merci à toute l'équipe. Zach, tu vas venir dans quelques instants et moi, je parlerai plus après. On ne va pas annoncer de date de nouveaux festivals, mais évidemment, il y aura une 3e édition du festival et prix des littératures urbaines. Mais on n'a pas la date là maintenant, donc on ne va pas vous inventer une date. Ce sera autour de la même période, mais je voudrais juste prendre 5 secondes. Zach, je ne te vois pas. Merci. Tu peux commencer à te diriger vers nous, mais je voudrais vraiment, s'il vous plaît, qu'on remercie l'équipe, toute l'équipe de la Maison de la Poésie, parce qu'ils ont été exceptionnels. Camille, Bobby, Marc, Guillaume, Patrick. Merci Patrick, tu as été au top. Vraiment, vous nous avez permis de vivre une journée exceptionnelle et en tout cas qui moi restera gravé dans ma petite tête. Zach, tu as l'honneur, le privilège, tu vas faire simple. Hein. Patrick, il est pressé. Je lui ai dit d'éteindre la lumière. Bon, moi, je tenais à vous remercier tous, hein, vous, les partenaires, tout le monde. Et l'aventure, elle continue. Hein. Puis c'est tout. Merci. Je vais vous demander de... on peut rester dans l'espace extérieur, mais je vais vous demander qu'on quitte le plus rapidement cet espace afin qu'on le remette en ordre. Et juste, attendez, Anno, Kondo, Laurent, on va faire une petite photo. Vas-y, je veux bien.